choisi de parler, en fait c'est un travail en cours que je fais. Je fais un ouvrage sur ce thème-là. Le roman, l'ouvrage sera sur la littérature de prison dans le Mashrek arabe. Et là, je parle plus particulièrement du roman dans cette région-là. D'abord parce que je n'ai pas réussi à obtenir, à trouver des livres sur le Maghreb à part le Maroc. Je n'ai rien sur le Soudan, sur la Libye, sur la Tunisie. Il y a un livre tunisien qui vient de sortir, donc il n'y a pas vraiment matière du côté du Maghreb, à part le Maroc, qui au contraire, il y a énormément de livres et qui ont été les premiers à écrire des livres sur la prison. Donc je limite mon corpus au roman. Dans le Mashrek, ça veut dire Syrie, Liban, Palestine, Irak, Égypte et un peu la Jordanie. C'est très très difficile d'obtenir des livres sur l'Arabie Saoudite. Je ne sais même pas si ça existe. Donc voilà, je limite ça sur cette région-là. Il semble que sur la scène arabe, la répression est devenue un phénomène notoire et qui est généralisé dans tout le monde arabe. Des milliers d'écrivains, des penseurs, des artistes ont subi la répression, traversé l'épreuve de la prison et de la torture, et ils ont vécu à l'ombre des poursuites et de la terreur. Aussi, il n'est pas étonnant que la bibliothèque arabe actuellement soit inondée d'une grande quantité d'ouvrages qui relèvent de ce phénomène. C'est devenu carrément une catégorie dans la littérature arabe, une catégorie à côté de la littérature fantastique, la littérature romantique, le réalisme social. On peut carrément parler d'une ligne assez importante de littérature de prison. Ce phénomène concerne tout le monde arabe, du Golfe à l'océan, et tout au long de la seconde moitié du XXe siècle. Et comme le dit très justement un écrivain égyptien, Youssef Idriss, qui est un novelliste qui a écrit plusieurs recueils de nouvelles, toute la liberté dans tout le monde arabe n'est pas suffisante pour un seul écrivain. Donc à vous dire jusqu'à quel point nous avons l'impression que la répression a engendré ce genre d'écrits. Actuellement, il y a le thème, ce domaine, n'a pas manqué d'intéresser beaucoup de cinéastes. On voit beaucoup de cinéma. Il y a beaucoup de films qui paraissent sur le thème. Le mouvement Équité et Réconciliation au Maroc y est pour beaucoup. Pour de nombreux anciens détenus, elle est l'occasion de publications, d'expositions et de nombreux films. Aussi, moi j'ai cherché sur Internet, bien sûr, et j'ai vu presque 100 000 liens en langue arabe uniquement sur la prison dans le monde arabe. Autant vous dire jusqu'à quel point c'est répandu et partout. Dans les années 60 du siècle passé, ça veut dire 1960, rares sont les écrivains arabes qui n'ont pas été emprisonnés à un moment ou à un autre de leur vie ou de leur carrière. Est-ce à dire qu'ils sont particulièrement visés? Je ne pense pas qu'ils sont particulièrement visés, mais ils sont en tant qu'écrivains, mais ils sont visés en tant qu'élite culturelle et intellectuelle des divers pays où ils vivent. Et nous avons un éventail de possibilités. Nous avons des écrivains, bien sûr, qui ont été emprisonnés, mais nous avons des militants qui ont été emprisonnés et qui, à la sortie de prison, ont écrit leur expérience comme une sorte d'exorcisme
de leur vie carcérale. Par exemple, une irakienne qui s'appelle Haifa Zankana, qui était pharmacienne, qui n'avait rien à voir avec l'écriture, a été emprisonnée parce qu'elle était militante contre le régime du Baas, de Saddam Hussein. Et après, à la sortie de prison, elle a commencé à écrire. Elle a écrit un livre qui s'appelle Dans les corridors de la mémoire. C'est un des plus beaux livres sur la période carcérale, non pas parce qu'elle a vécu quelque chose de plus extraordinaire que les autres prisonniers ou prisonnières, mais parce qu'elle l'a écrit de manière extraordinaire, qui a fait d'elle vraiment une écrivaine. Voilà, donc pour dire qu'il y a des gens qui n'avaient rien à voir avec l'écriture, mais qui le sont devenus. Sharif Hatata en Égypte aussi, et Rafat Jaderji, un Irakien qui était architecte et qui avait refusé l'implantation d'un complexe industriel sur un site archéologique. Et c'était suffisant pour qu'il soit mis en prison pendant 20 mois. Voilà, donc ils ne sont pas tous écrivains, ils le sont devenus, mais surtout parce qu'ils étaient des intellectuels ou parce qu'ils ont déplu au pouvoir. Les pratiques des prisons arabes s'opposent franchement à la Charte des droits de l'homme, adoptée en 1948. Bon, je fais une petite parenthèse. Moi, je suis professeure de traduction et je voulais travailler un jour avec mes étudiants, justement, la Charte des droits de l'homme, avec mes étudiants en Syrie. Et puis, j'ai trouvé qu'il n'y avait aucun article, aucune clause de la Charte des droits de l'homme qui était appliquée en Syrie. Donc, à tel point, je ne savais plus quoi faire avec le texte si je voulais éviter d'être moi-même interrogée. Parce qu'aucune clause n'était possible en Syrie, malheureusement. Donc la vie dans le monde où il règne le despotisme s'oppose complètement aux règles, à la charte des droits de l'homme. Si nous regardons de près les diverses recommandations des congrès des écrivains arabes depuis les années 60, nous constatons que les régimes arabes n'ont aucune considération pour la liberté de leurs écrivains militants. Sinon, les recommandations de ces congrès n'auront pas autant insisté sur la nécessité de respecter la dignité humaine et la liberté d'expression. Donc, on insiste sur ces recommandations, mais il n'y a rien qui est appliqué par la suite. Ces militants sont considérés comme subversifs et dangereux au pouvoir en place à cause de leur impact sur les gens, ou simplement à cause de leur scepticisme envers l'idéologie dominante. La répression s'exerce contre l'écrivain en tant que membre d'une société. Le pouvoir ne se contente pas de confisquer les romans et les écrits qui parlent des prisons par la censure et d'interdire leur diffusion. Il n'hésite pas à confisquer l'auteur, journaliste, écrivain ou autre, à le mettre dans une prison identique à celle dont il parle. Ainsi, l'écrivain syrien, par exemple, Khaled Khalifa, relate dans son dernier roman, qui a été publié l'an dernier à Paris, Éloge de la haine, l'histoire d'une jeune fille issue d'une famille d'intégristes musulmans, et il fait en sorte d'évoquer la ville ou le pays très peu de fois, comme s'il voulait, bien sûr, tout le monde sait qu'il s'agit de la Syrie et d'Alep, mais il utilise les mots très très peu de fois, comme s'il voulait que ça passe plus ou moins inaperçu. Le Mustafa Khalifa aussi, qui a écrit La Coquille, qui est peut-être le livre le plus intéressant sur l'univers carcéral,
Moi, je connais beaucoup de gens qui n'ont pas réussi à aller jusqu'à la fin du livre, tellement il est dur et tellement il est fort et poignant. Alors lui, son livre a paru en français bien avant qu'il ne soit publié en arabe. Donc 2 ou 3 ans avant qu'il ne soit publié en arabe. L'expérience de l'incarcération joue un rôle métamorphosant pour les écrivains, ou pour ceux qui le sont devenus depuis. Parce que parmi les noms que je vais voir avec vous tout à l'heure, la plupart n'étaient pas écrivains au départ, mais qui le sont devenus. Il y en a qui ont écrit leurs témoignages et se sont arrêtés, comme Aram Garabet, par exemple, un Arménien de la Jazira de Hasake, qui vient d'être publié en français. Il a écrit cet unique livre et il n'a plus jamais écrit. Par contre, d'autres sont devenus réellement des écrivains après. Mohamed El-Marout explique, c'est un poète, un écrivain, dramaturge syrien. Il dit que la peur et la destruction de son âme l'ont amené à devenir écrivain. Il dit c'était une épreuve inoubliable. 50 ans après, je me lave encore des séquelles de la prison. Elle a détruit quelque chose en moi. Tout ce que j'ai fait dans ma vie n'a été qu'une tentative pour rassembler mes débris, pour restaurer mon être. Je n'ai jamais fait le projet de devenir écrivain ou poète, mais la solitude, le froid m'ont amené à devenir écrivain. Écrire la prison, c'est aussi une autodéfense. J'écris, donc j'existe. Dans Inquisition, aussi paru en français, Latifa Zayat, une universitaire écrivaine égyptienne très intéressante, a écrit que le fait de s'emprisonner s'emprisonner soi-même, au fond de soi-même, constitue la prison la plus dure et que l'acte d'écrire est un acte de liberté qui permet de se reconstruire. Il est des fantômes dont nul ne vient à bout ni ne peut vaincre. Le romancier égyptien Sonallah Ibrahim, dans chacun de ses livres, il remet encore une fois sa période de prison et tout ce que ça lui a fait pour changer sa vie. Le premier livre, qui s'appelle « Cette odeur-là », il parle du retour à la liberté d'un détenu sur un arrière-plan de prison. C'est après la sortie de prison. Mais il n'arrive pas à se débarrasser de cette hantise et des fantômes de la prison qu'il a repris dans plusieurs livres, que ce soit dans Sharaf ou que ce soit dans les Oasis ou le Comité. Donc chaque fois, il reprend l'idée de la prison et tout ce que la prison a perturbé en lui. Il commence son avant-dernier livre en disant « La prison a été mon université. C'est là où j'ai fait mes études, c'est là où j'ai appris. » La prison en littérature ne signifie pas seulement l'espace étroit de la cellule. Il faudrait y ajouter les enquêtes, les interrogatoires, les convocations au service secret, les poursuites, l'interdiction de voyager, la privation d'emploi, le retrait du passeport et du visa. Par exemple, le Syrien Yassine Haj Saleh a passé 16 ans en prison et à sa sortie de prison, il n'a pas obtenu ni passeport, ni permis de voyager, ni permis d'exercer la médecine parce qu'il est entré en prison en première année de médecine. Il a eu l'occasion pendant les 16 ans où il est resté de continuer ses études, mais il n'a pas le permis d'exercer. En fait, c'est quelqu'un qui est complètement privé de tous ses droits jusqu'à aujourd'hui, maintenant où il vit dans la clandestinité en Syrie.
En prose ou en poésie, les prisonniers tournent, ne cessent de tourner autour de la prison. Dans la poésie, le poème occupe l'espace entre le discours poétique et le discours de la prison. J'ai laissé de côté pour le moment le poème parce que les poèmes évoquent surtout la vie psychique, l'influence psychique, la destruction psychique. Le roman, il y a une plus grande variété d'écriture et de narration qui m'a semblé un peu plus varié ou intéressant. Je voudrais revenir un peu en arrière pour parler de la naissance de la prison arabe. La première prison arabe a été construite à l'époque de Ali ibn Abi Talib. On utilisait avant les puits désaffectés pour mettre les prisonniers. Le but d'emprisonner quelqu'un était de le punir, d'entraver sa liberté, non de le torturer ni de le venger. Nous retrouvons les racines poétiques du genre depuis l'anté-islam, en Andalousie, en Irak, en Syrie, où nous avons énormément de poèmes écrits en prison. Les motifs dans le monde arabe ancien, c'était la religion, parce qu'il y avait des gens qui étaient contre la religion, apparemment c'est revenu maintenant, la voyance, être un devin, comme en France, à l'époque où on brûlait les sorcières, la philosophie. Et ce fut le cas de plusieurs grands noms de la science. Les poètes avaient le loisir d'écrire de grands poèmes ou de grandes odes. Par exemple, le poète Ramadi a écrit un magnifique Le Livre des oiseaux en prison. Les thèmes les plus récurrents de cette littérature, ou pour qui a causé leur emprisonnement, c'était les suppliques au calife, au prince, etc., ou la description, les reproches, parce qu'on a penché pour tel vizir contre tel autre, etc. Donc c'est la lutte des grands. Les comparaisons entre le passé et le présent, la nostalgie de revoir les parents, l'évocation des autres prisonniers, etc. Et nous avons de très beaux poèmes qui sont restés de ces époques-là. Puis nous avons un autre genre d'emprisonnement, c'est la prison du colonialisme. Le colonialisme en Algérie, par exemple, ou en Égypte, où nous avons de grands écrivains qui ont été emprisonnés à l'époque du mandat, du protectorat anglais. Par exemple, Abbas Mahmoud Larqad, qui est un grand écrivain, raconte son expérience de 9 mois en prison à travers 4 personnages. Et 4 personnages, c'est plus des résistants que des prisonniers d'opinion, comme c'est le cas actuellement. Édouard Kharrat aussi, un grand écrivain égyptien, évoque dans son roman Le chemin de l'aigle, son emprisonnement, les valeurs de la dignité, de justice et de liberté sous l'occupation anglaise à l'époque. Il y a aussi une certaine catégorie d'écrivains qui ont été emprisonnés sous le colonialisme, pendant la période du colonialisme, et qui ont, après l'indépendance, ont encore une fois été emprisonnés parce qu'ils s'opposaient au gouvernement qui a été mis en place. Latif Az-Zayyat, par exemple, a été emprisonné pour avoir milité contre le gouvernement du protectorat, puis elle a été encore une fois emprisonnée en 81 comme opposante au régime de Sadat. Elle évoque son expérience dans le livre qui s'appelle Inquisition. Sharif Hetata aussi, c'est un militant qui a été emprisonné parce qu'il militait et maintenant il est devenu écrivain. Il publie régulièrement des nouvelles. Lui aussi, il a écrit une trilogie sur la prison. Les 2 premiers livres
il parle de la prison sous le protectorat anglais, et le dernier parle de la prison après l'indépendance, où le héros, le personnage principal, est condamné aux travaux forcés avec les détenus du droit commun. Au Liban et en Syrie, il y a plusieurs témoignages sur les écrits de la prison sous mandat français. Les intellectuels et les politiciens qui luttaient pour la liberté de leur pays étaient gardés dans un camp de détention près de Saïda, de Tyr. C'était Miomie. Mon père était parmi les emprisonnés dans cette prison où il n'avait jamais souffert sauf la privation de liberté, mais ils n'ont jamais souffert de torture ou de violence, disons. C'était l'occasion pour toute une catégorie d'intellectuels syriens et libanais de faire connaissance ensemble, de travailler ensemble plus tard, après l'indépendance. Donc ça, quelque chose je connais très bien. Mon père a fait beaucoup d'amitié à cette période-là avec tous les intellectuels syriens et libanais qui luttaient contre le mandat français. En Palestine, c'est un cas qui n'est pas du tout particulier, vous connaissez, puisque ce n'est pas seulement quelques individus qui ont été emprisonnés, c'est tout le pays qui est pris en otage. Presque tous les gens du pays sont presque emprisonnés. Et il est rare de trouver un Palestinien qui n'ait pas passé par la prison à un moment ou à un autre dans sa vie. Nous avons des nouvelles de Ghassan Kanafani, parmi les premiers qui ont écrit sur la prison. Nous avons des poèmes de Mahmoud Darwish. Nous avons le roman de Émile Habibi, Les aventures de Saïd le Peptimisme. Et puis nous avons dernièrement, il y a quelques années, un roman très audacieux, courageux, puisqu'il est écrit par une femme, Aïcha Aouda, qui a écrit un livre qui s'appelle Rêve de liberté, et qui va même jusqu'à parler avec franchise de la violation de sa personne, du viol de sa personne. Et elle a promis, en fait, elle a dit qu'elle allait écrire un deuxième volet à son livre que j'ai pas encore vu. Donc, beaucoup d'écrivains. Il y a Sahar Khalifa aussi, qui a écrit Chronique du figuier barbare, qui parle de 4 femmes pendant l'intifada en prison. Un passage du roman La Porte du Soleil du Libanais Elias Khoury est consacré aux exactions subies par un résistant palestinien dans les geôles israéliennes. Au moment de sa libération, il était complètement détruit, physiquement, mentalement. Il est devenu une loque humaine dans les rues de son village. En Palestine, si nous n'avons pas beaucoup de romans, par contre, nous avons beaucoup de poèmes et nous avons beaucoup de nouvelles. Énormément, pour les raisons de publication, les Palestiniens ont écrit plus de nouvelles que de romans. Il y a un ministère le ministère chargé des prisonniers. Il existe un service de patrimoine des détenus qui réunit toutes les créations artistiques produites par les mains enchaînées et obtenues souvent grâce aux avocats et aux familles des détenus. Des maquettes réduites, des tableaux, des feuillets, des notes, des écrits. Donc tout cela rassemble toute la production des prisonniers. Il ne faut pas oublier aussi non plus les écrits de l'avocate israélienne qui a défendu les prisonniers.
Voilà. Je n'ai pas non plus d'écho des écrits irakiens après le passage des Américains. Abu Ghraib, par exemple, il a beaucoup été évoqué tout ce qui s'est passé, la torture, la violation de la vie intime des prisonniers, mais jusqu'à maintenant, moi, je n'ai pas trouvé des romans écrits évoquant cette époque-là. J'arrive maintenant aux années 60, 1960, c'est la période qui m'intéresse le plus. Donc j'ai évoqué la prison dans le monde arabe ancien, puis la prison du colonialisme, et maintenant je voudrais parler plus spécialement de la prison d'opinion, de la prison politique, à cause de tous les tyrans, de tous les despotes qui sont passés dans le monde arabe et qui craignaient pour leur présence, leur trône, leur règne, et qui mettaient en prison joyeusement, disons, les gens à tour de bras. Actuellement, en Syrie, pendant la révolution qui n'est pas encore finie, on dit qu'il y a 140 000 prisonniers dans les diverses prisons de Syrie. Abdelrahman Mounif, qui est un arabe, comment dirais-je, de tous les côtés arabes, puisqu'il a une mère irakienne, un père saoudien, marié à une syrienne ayant vécu au Liban. Donc c'est un concentré du monde arabe, et c'est un grand écrivain. Le thème principal dans son œuvre est devenu la prison. Il est revenu à 2 reprises. Il a écrit un livre qui a été traduit en France qui s'appelle « À l'est de la Méditerranée », mais apparemment ça ne lui a pas suffi, ou il ne se sentait pas satisfait de son œuvre. Il a repris les mêmes personnages, la même argumentation du roman dans un autre livre qui s'appelle « Ici et maintenant » et qui est considéré comme un docu-fiction, comme un roman documentaire sur la vie carcérale. Et c'est quelque chose qui se tient très, très, très bien comme document. Il dit que l'ère de la répression, dont l'une de ses plus importantes manifestations est la prison, c'est le désir d'annuler l'autre, de le museler, qui est devenu une pratique quotidienne. La masse de la répression a augmenté et s'est étendue. Il ne s'agit pas seulement du nombre des prisons ou des prisonniers, mais de chacun de nous devenus prisonniers ou candidats à la prison. Dans cette catégorie de romans, il s'agit toujours d'un même schéma, d'une même structure, une structure de l'écriture. Nous avons toujours, c'est comme un schéma actentiel dans la sémiologie. La victime, je vais les énumérer, les personnages ou les événements. La victime, elle a toujours la sympathie de l'auteur. C'est le militant qui est désarmé, bardé de convictions nobles, habité de faiblesse humaine, qui se retrouve face à un bourreau primitif, maître de l'appareil de répression. Le héros appartient bien souvent à la classe intellectuelle. Il demeure inébranlable tout au long du roman. Sa valeur se révèle dans les sous-sols des prisons. Inébranlable parce que l'appareil répressif veut lui faire signer un document comme quoi il quitte le parti. La plupart du temps, c'est le parti intégriste musulman ou le parti communiste. Et les prisonniers s'ingénient à refuser de signer. Ils refusent de signer et ils subissent encore plus de torture. Un Syrien, Ghassan Zakaria, qui a écrit dans les prisons du Bas,
Dans un monologue intérieur, il se parle à lui-même, il se dit « Tu t'habitueras, tu oublieras où tu es, tout deviendra naturel. L'odeur de pisse, les cafards qui partagent ta couverture. Tu mangeras sans scier dans le plat commun, où les doigts sales des autres trempent le pain. Il faut que tu résistes à l'humiliation. Ne les laisse pas gagner, ne leur permets pas de tuer l'être libre en toi. Et alors, ces murs élevés s'effondreront pierre après pierre devant tes yeux. » Donc, la victime, le plus, il faut qu'il résiste à la pression de la torture et des bourreaux. Par contre, le pouvoir persécute à loisir les opposants. Ils emprisonnent sans autre forme de procès le héros considéré comme représentant, voilà ce qu'on dit souvent en Syrie, comme motif d'emprisonnement. X ou Y représente un danger pour la sécurité de l'État, ou alors ils ébranlent la confiance du peuple dans leur chef. Donc le pouvoir, il expose aux pressions psychologiques et à toutes sortes de tortures physiques. Le pouvoir, dans ces romans-là, est considéré comme injuste, il terrorise les citoyens et leur répugne. Il ne croit ni à la liberté, ni à la dignité humaine. Le roman Karnak, par exemple, de Naguib Mahfouz, a pour cadre un café populaire, lieu par excellence de débats intellectuels et sociaux. C'est surtout une fenêtre sur la période nassérienne après 67. 3 jeunes gens sont incarcérés, arrêtés à plusieurs reprises. Une fois, ils sont accusés d'appartenir à l'organisme des frères musulmans, une fois d'appartenir au parti communiste. Ils subissent des interrogatoires, des tortures sans arrêt. Et on leur demande de travailler comme indique ce qu'ils refusent. Au bout du tunnel, l'un meurt, les 2 autres sont complètement dévastés. Le roman de Abdelrahman Mounif qui s'appelle « Ici et maintenant », il est exemplaire en ce sens, car il exprime la lutte entre le citoyen et le bourreau dans un moment de grande intensité, de folie et de sang. C'est le point d'ancrage de toute une littérature documentaire. Le personnage emprisonné est malade et il faut qu'il aille se faire soigner ailleurs. Et c'est juste pour pouvoir quitter la prison qu'il signe comme quoi il quitte le parti. Mais après, il a tellement honte d'avoir signé que c'est comme s'il faisait en sorte qu'il soit réemprisonné encore une fois après son retour de l'hôpital. Le roman document. Dans un roman classique, nous avons un récit quelquefois imaginaire, mais il est toujours plausible, parallèle à la réalité. Alors que le roman de prison plonge vraiment dans la réalité, dans le quotidien, dans l'intimité des chroniques et du journal. Il ne s'agit pas d'un roman qui ressemble à la vie, mais de la vie qui prend la forme d'un roman. C'est pour ça qu'on voit tous ces écrivains qui ont vécu la prison et qui ont la thématique essentielle de la prison. Ils s'ingénient à créer de la fiction, à faire de leur documentaire une fiction, de manière à dire, moi je suis écrivain, ce n'est pas seulement un témoignage que j'écris. C'est pour ça que nous avons toutes les possibilités, toutes les narrations possibles et imaginables, toutes les formes pour montrer que je suis un écrivain. Et ce n'est pas un témoignage. Je connais un livre qui vient juste de sortir chez Actes Sud, d'un Arménien de la Djezira qui s'appelle 13 ans dans les prisons du Baz. Il a écrit comme un flot toute son expérience carcérale.
Et il ne savait pas s'il allait être publié ou pas. En fait, il l'a écrit comme une sorte d'exorcisme. Et c'est la maison d'édition Actes Sud qui ont arrangé le livre. Ils ont fait des découpages, ils ont fait des têtes de chapitres pour aérer un peu le texte et pour le rendre plus ou moins lisible. Entre romans et documents, ces œuvres n'exposent pas les faits de manière directe, mais ils ont souvent recours à des personnages interposés pour décrire le milieu carcéral. On pourrait parler de romans documentaires. L'écrivain veut se dépasser et se présenter comme un spécimen humain ou symbolique. Il veut élever le document au niveau de l'art, tout en le gardant basé sur les faits réels. Vous voyez, donc c'est une gymnastique un peu difficile. Mais il est impossible de séparer, et j'ai essayé moi-même de demander à Mustafa Khalifa, qui a écrit La Coquille, je lui ai dit, qu'est-ce que tu as vécu vraiment, et qu'est-ce que tu as inventé? Il m'a dit, je n'ai rien inventé, mais pas toutes les choses ne sont pas passées avec moi. Donc, il y a d'autres prisonniers. Il introduit la vie d'autres de ses collègues ou des choses dont il a entendu parler. Et je n'ai pas pu débrouiller moi-même ce qui était du documentaire ou ce qui était de l'écriture. Ahmad Chiha, un Syrien d'extrême de gauche, disons, a passé 30 ans de sa vie en prison. Donc il a passé plus de temps en prison qu'à l'extérieur de la prison. Il a écrit un livre, on dirait qu'il n'y a pas de militant là-dedans. D'abord, le narrateur, c'est une femme, c'est une narratrice, et ce n'est pas un crime. Elle n'est pas en prison pour un crime politique ou pour militantisme, mais parce qu'elle a accompli un meurtre, parce qu'elle a tué son père. Donc on dirait que Ahmad Chiha voulait s'éloigner le plus possible du militantisme et de l'écriture d'un prisonnier d'opinion. Donc nous avons la vie carcérale de droit commun. Parce que souvent, en prison, les prisonniers d'opinion sont mélangés, vivent avec les prisonniers du droit commun, avec les dealers, avec les meurtriers, les assassins, les voleurs. Donc tout se mélange. Donc pour vous dire à quel point un auteur essaye de s'éloigner de son cas personnel pour le symboliser dans un véritable roman. Les voies narratives. Les voies narratives sont multiples et diversifiées. Mis à part la voix du narrateur principal, qui peut adopter la première, deuxième et troisième personne, nous remarquons l'existence de plusieurs voix qui alternent dans un roman, selon un schéma d'emboîtement, comme dans Ici et maintenant de Abdelrahman Mounif, où nous avons le narrateur en prison et nous avons la sœur du narrateur qui est en dehors de la prison et qui évoque son frère et qui évoque l'emprisonnement de son frère, mais de l'extérieur. La même chose, nous avons Rifat Jaderji, c'est l'architecte irakien que j'ai évoqué tout à l'heure. Son livre, Un mur entre deux obscurités, la plupart de ces livres-là ne sont pas traduits. Je vous donne quelquefois, si c'est traduit, je vous le dirai. Un mur entre deux obscurités, c'est le prisonnier et sa femme qui est à l'extérieur, qui écrivent. On ne sait pas si c'est une correspondance, parce que je suppose qu'ils n'avaient pas droit à correspondre avec l'extérieur, mais c'est, disons, un roman à deux voix, avec sa femme qui est à l'extérieur. Donc il y a énormément de choix de voies narratives. Le lieu, maintenant. Le lieu, il est toujours étroit, toujours limité.
Oui, bon, il est affreux. La cellule, avec les rats, avec les cafards, avec les poux, etc., avec l'étroitesse de la prison, les lits qui se superposent quand il y a des lits dans la cellule individuelle. Puis après, le dortoir. Bon. La structure spatio-temporelle, elle est totalement bouleversée. Les prisonniers écrivent de la prison et ils se projettent aussi dans leur vie passée, dans leur vie libre, dans leur famille. Donc il y a toujours un espace restreint et il y a le grand espace auquel ils ne peuvent avoir accès que par le mental. Les protagonistes, il s'agit principalement le prisonnier et le bourreau. Ça, c'est le couple. C'est pour ça que j'ai parlé de schéma actentiel. Ce sont les deux faces d'une même monnaie. Même s'ils sont tous les deux prisonniers du même pouvoir dominant. Parce que la plupart du temps, les geôliers et les bourreaux sont des soldats qui ont mal agi, qui sont envoyés en prison. Donc c'est comme s'ils prenaient leur revanche. C'est de jeunes soldats de 18 ans ou 20 ans qui prennent leur revanche sur les malheureux prisonniers. À tel point que dans le roman qui s'appelle La Coquille, nous avons une scène, parce que lui, il est caché sous les couvertures, et il a un trou dans le mur par lequel il voit ce qui se passe dans la cour, et il voit ces soldats, ces geôliers, qui lèvent un prisonnier et qui le jettent par terre, qui le lèvent et qui le jettent, jusqu'à ce qu'il se brise totalement. Dans un autre roman, il y a un de ces geôliers qui demande à son supérieur hiérarchique: s'il vous plaît, laissez-moi en casser un, au moins laissez-moi, comme si c'était une partie de plaisir. Livré à lui-même, le prisonnier fait face à un dilemme: résister stoïquement et souffrir, être torturé, ou avouer et sauver sa peau. Généralement, dans presque tous ces romans, les écrivains préfèrent que leur héros résiste, bien sûr, un acte de bravoure, et en se posant toujours la question: pourquoi est-ce que je résiste et pourquoi il ne faut pas s'effondrer? Le silence du prisonnier face à ses tortionnaires est un élément du roman, où on le rencontre dans plusieurs romans. Le geôlier, qui est très typé, fait partie de la mécanique carcérale. C'est une figure présentée généralement comme répugnante. Il est l'image de l'iniquité. Il s'efface le plus souvent en tant qu'individu dans les témoignages de ceux qui ont vécu et écrit la prison. Pourtant, nous avons un seul cas. En fait, j'ai trouvé un seul cas, peut-être qu'il y en a d'autres, où Latif Az-Zayat, qui fait l'éloge de sa geôlière. Et elle lui dit dans son livre: tu as été comme une mère pour moi, et dès que je voudrais aller te rendre visite, te voir et t'embrasser et te remercier, parce qu'elle a été très, disons, douce et tendre avec cette prisonnière. Le bourreau tortionnaire a un impact beaucoup plus fort que le geôlier. Il est l'exécuteur direct, celui qui ne manifeste aucune pitié. Le bourreau est présent dans presque tous les livres. En fait, pas presque, il est dans tous les livres. Maintenant, pour le processus. Le processus de l'emprisonnement, c'est toujours le même cliché. C'est à croire que tous les enquêteurs, les tortionnaires sont allés à la même école et ils suivent toujours le même schéma.
Par exemple, nous avons toujours les motifs d'emprisonnement. Ils sont non avoués, jamais ils ne sont avoués. Le héros est un intellectuel, écrivain, politicien, idéaliste, avocat ou autre. Il est impliqué dans une organisation de gauche ou d'intégrisme religieux. Quelques-uns sont détenus par erreur, par similitude de nom. Il y en a un livre irakien, La 5e citadelle, dit qu'il a été emprisonné par similitude de nom et qu'il n'avait rien fait, il n'était même pas politisé. Dans Mémoire de la prison de femmes, Nawal Saadawi, la célèbre féministe égyptienne, médecin et écrivain, elle dit « Jour et nuit, je cherchais à savoir quel était mon crime. Je n'étais d'aucun parti, je n'étais pas une femme adultère, je n'étais pas une enceinte en dehors du mariage, je n'avais nui à personne. J'ai découvert ensuite, parce que je ne me suis pas fondue corps et âme dans l'être du chef de l'État. Dans l'Égypte ancienne, au temps de l'esclavage, le pharaon était l'être divin, tous les autres devaient se fondre totalement en lui. » Après les motifs, nous avons les motifs qui sont presque toujours inconnus. Il y a l'arrestation. L'arrestation se passe presque toujours de la même manière. À 5 heures du matin, il y a les visiteurs de l'aube qui débarquent chez la personne qu'ils veulent emprisonner. C'est une manière de mettre plus de pression. Et on dit à la personne, c'est juste 5 minutes, on va vous amener pour un petit interrogatoire de 5 minutes. Vous serez rentré pour le petit déjeuner. Et les 5 minutes peuvent se prolonger en 15 ans, 20 ans, 30 ans d'incarcération. Le Jordanien Ghaleb Halassa raconte ce moment. Il dit « Mes yeux restaient fixés sur notre maison, notre rue était triste, silencieuse, sombre. Je la regardais avidement, j'avais la sensation que je ne la verrais plus jamais. » Une Syrienne dont le livre n'est pas publié, mais on me l'a passé sur un CD qui n'est pas publié jusqu'à maintenant, qui s'appelle Hibad Dabbar, qui a été emprisonné comme otage à la place de son frère. Et ça, c'est quelque chose de très courant aussi. On emprisonne quelqu'un à la place jusqu'à ce que l'autre vienne se constituer prisonnier. Elle a écrit un livre ou un ouvrage qui s'appelle 5 minutes seulement. C'est comme ça qu'elle a intitulé son livre, et dans lequel elle écrit comment ces 5 minutes se sont prolongées en 9 ans d'incarcération. Puis il y a l'accueil. L'accueil consiste en une rapide formalité dans un local des services secrets. On enlève au détenu ses effets personnels et c'est le début d'un cycle infernal de pression psychologique, de désespoir. On le laisse moisir dans une cellule pendant quelques jours en espérant lui saper le moral. La cellule, c'est la période d'isolement et de réflexion avant la ronde des interrogatoires et de la torture. L'air est rare, la cellule est toujours étroite, sombre, humide, répugnante. Les odeurs nauséabondes y règnent, les punaises, les insectes, les rats courent partout. Autant de conditions qui découragent complètement le détenu. Mais aussi, la cellule peut devenir la plateforme pour s'évader par la pensée et aller rejoindre les êtres chers. Ainsi, l'Égyptienne Farida Naqash, incarcérée à 3 reprises à l'époque de Sadat, écrit, après bien sûr, s'adresse à son mari Hussein Abdelrazek, qui était dans une autre prison, et qui lui dit « J'ai ouvert ma fenêtre. Qui sait, ma lettre silencieuse pourrait sortir en cachette.
Je l'ai ouverte aussi pour mieux entendre les cafards qui se rassemblent en cercle, en carré, en file, créant une ambiance kafkaïenne. Je pense maintenant pouvoir escalader les rayons de lune, sortir d'ici. L'interrogatoire. L'interrogatoire constitue l'affrontement réel entre l'enquêteur et le détenu politique. Le premier tente de forcer les aveux du second pour disloquer l'organisation de l'intérieur, l'organisation religieuse ou communiste. L'interrogatoire commence avec douceur et civilité. L'enquêteur fait souvent semblant de se confier pour créer un climat de confiance et de sympathie avec le détenu. Montée de la tension, présence de lumière aveuglante, puis surgissent les chantages qui introduisent le doute dans l'esprit du détenu et qui menacent surtout la sécurité de ses parents et les femmes de sa famille. Il s'agit là un moyen d'affaiblir le corps pour saper la résistance. La torture a lieu dans un sous-sol perdu, ignoré du monde. Aucun bruit, aucun cri ne s'échappe. La fête, ils appellent cela la fête ou la noce aussi, se déroule selon les écrivains et selon les pays, se déroule par séances dont le rythme devient de plus en plus fréquent et intense. Les formes de torture sont toujours identiques et se répètent de la même manière presque chez tous les écrivains. Elias Khoury a dénombré 39 méthodes de torture, parmi les plus utilisées, allant des coups à la lumière aveuglante, au fouet, à l'électricité, à la chaise allemande, à la roue, au tapis volant, à l'empalement, à la noyade dans de l'eau fétide, au trône, à l'écartèlement, au sac à chat, à la crucifixion, à la sodomie, etc. Haytham al-Maleh, l'un des figures de proue de la révolution syrienne, qui est avocat, a écrit un ouvrage sur les diverses formes de torture et comment ils sont considérés par la loi. À ne pas oublier que tous ces tortionnaires et tous ces tyrans n'ont jamais entendu parler de l'habeas corpus du temps des Grecs, du Moyen-Âge anglais. Ça veut dire tu es maître de ton corps. Ça, il n'en a jamais été question dans les régimes arabes qui nous ont gouvernés et qui continuent. Et puis maintenant, après toute cette séance de torture et tout, on passe au dortoir ou la chambrée, où c'est la salle commune. C'est la dernière étape. Généralement, c'est l'étape la plus longue. C'est là où ils oublient les prisonniers pendant 10 ans, 15 ans, 8 ans, etc. Après l'échec des méthodes de torture, après l'obtention des aveux, le prisonnier est totalement brisé. Il est envoyé dans un dortoir où il doit cohabiter avec d'autres prisonniers pendant une période plus ou moins longue, qui va de 3 mois à 30 ans. Il y a bien sûr des liens d'amitié qui se créent, qui naissent, mais il y a aussi des liens, là aussi une sorte de pouvoir alternatif qui s'instaure. Par exemple, dans La coquille de Khaled, de Mustafa Khalifa, il dit que quand ils lui ont demandé pourquoi il était là, il a dit je n'ai rien fait, mais je leur ai dit que j'étais athée. Alors, environné parmi un groupe d'intégristes musulmans, le mot athée a sonné très très fort, et du coup, les prisonniers même lui ont donné la punition de ne pas ouvrir la bouche.
Et pendant 10 ans, il est resté dans un dortoir où il n'avait pas le droit d'ouvrir la bouche. Ce n'est pas les geôliers qui lui interdisaient, c'est les autres prisonniers. Donc ça aussi c'est un cas où il y avait un double châtiment, disons. Il y a aussi le châtiment de la nudité en prison. Les geôliers aiment beaucoup obliger les prisonniers à se débarrasser de leurs vêtements, à se laver et tout. Et il y a Sonallah Ibrahim qui parle dans Sharaf de la première fois où il a dû se mettre nu devant avec ses co-détenus. Il ne savait pas comment il allait cacher ses parties intimes et comment il allait agir. Donc, sans oublier la notion de aura. Aura, la honte en islam, la pudeur, disons. En islam, c'est quelque chose qui est dans la religion même et qu'il ne faut pas montrer ou divulguer. Donc, justement, dans les prisons, on essaye d'obliger les gens à, disons, dévoiler leur pudeur et de manière à leur faire honte encore plus de ce qu'ils vivaient. Ils ont obligé dans un livre à la prison de Palmyre un frère à sodomiser son frère devant les regards des autres détenus. Donc toutes ces pratiques-là de vie commune, de promiscuité, étaient très très dures à supporter. Mais il y avait aussi des moments où l'amitié, Abdelrahman Mounif dit, nous étions 14 dans une cellule où nous ne pouvions pas nous asseoir. Nous étions 14 à rester debout jour et nuit. Mais cette période-là nous a rapprochés les uns des autres. Et lorsque les uns ont été conduits dans une autre prison, c'était comme si une partie de nous on était déchirés de les voir partir. Voilà. Et la libération, puis pour les cas de... Généralement, il y a la libération qui intervient alors que le pouvoir est sûr du silence du détenu. Elle s'accomplit en plusieurs étapes, d'abord annoncée, puis ajournée pour se jouer du nerf du prisonnier qui espère, s'inquiète, s'angoisse. Il est transféré enfin dans un commissariat avant qu'on ne reprenne avec lui un interrogatoire au cours duquel on lui prodigue conseils et menaces. Il est enfin relâché près de chez lui. Il est jeté, complètement effondré, malade, brisé. Écrire la prison, après la prison, il y a des années qui passent avant que le prisonnier ne se ressaisisse de son âme et n'arrive à écrire et à exorciser ces années de prison. C'est une manière de se réconcilier avec soi. C'est aussi un cri pour dénoncer les pouvoirs répressifs arabes et mettre à nu la prison politique. Le mot de la fin, c'est Mohamed Hamad, encore un Syrien, qui a écrit Palmyre, témoignage vécu. Ce n'est pas un livre publié non plus, c'est quelque chose qui m'a été passé sous le manteau sur un CD. Appelez chaque citoyen touché par cette épreuve à écrire, quitte à ne pas être publié. Si notre génération a vécu et a connu une partie de ces événements, les prochaines générations auront besoin de connaître la vérité et d'analyser les événements. Le mot de la fin est l'urgence et la nécessité de cette entreprise, dit Abdelrahman Mounif dans Ici et maintenant. Nous faisons erreur, un des prisonniers dit à un autre de ses amis après la libération, nous faisons erreur, mon ami, si nous abandonnons notre dernière âme, le mot. Il faut l'utiliser à bon escient, il est notre dernier recours.
il peut réussir là où toutes les autres armes ont échoué. Il est important que tu écrives, que tu témoignes, que tu dises ce qu'était la prison, pour que les gens sachent ce qui les attendrait demain s'ils ne prennent pas l'initiative de faire quelque chose. C'est ce que quelques pays arabes ont essayé de faire. Oui, je recommencerai à écrire, ajoute-t-il, encore et encore, pour que les gens sachent ce qu'était la prison. Et lorsqu'ils sauront, il faut agir beaucoup pour que cesse l'ère des prisons. Nous-mêmes, moi, quand j'ai commencé à travailler ce texte, cet ouvrage que j'envisage, Inch'Allah, parce que c'est très dur de travailler sur la littérature de prison, très très dur. Je suis vraiment énormément déprimée et malheureuse. Et je me dis, je suis encore plus malheureuse en pensant que moi j'ai vécu en Syrie pendant toutes ces années, à côté de tous ces gens-là qui sont en prison, qui ont été en prison, et j'ignorais ce qui se passait. Ou alors je voulais l'ignorer, ou je n'avais pas le sentiment que c'était aussi grave. Donc j'ai honte d'avoir vécu parallèlement à tout ça, sans l'avoir, le côtoyer, sans le dénoncer. Et c'est ce que j'essaye de faire, le dénoncer pour l'avenir. On ne peut pas côtoyer cela et se taire. Ce serait presque de la complicité si on continue à le faire. Le bourreau tisse son fouet de notre peur, de notre distraction, de notre silence. À cause de notre peur, de notre distraction, les prisons sont pleines. La vie est un cauchemar de folie et d'horreur. Je vous remercie.